Herzlich willkommen. Ja, mein heutiger Gast macht zwar keine Musik in der Ökonomie, aber ist eher sowas wie ein Rockstar. Thomas Piketty gilt als weltweit wichtigster Ökonom, wenn es um soziale Ungleichheit geht. Und sein Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« wurde in 40 Sprachen übersetzt, verkaufte sich weltweit über 2,5 Millionen Mal und war der Versuch zu zeigen, warum sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet. Jetzt legt der französische Ökonom nach mit seinem neuen Buch »Kapital und Ideologie«, das er hier in Zürich vorgestellt hat, auf Einladung des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung. Darin fordert er drastische Maßnahmen, etwa, dass Milliardäre bis zu 90% ihres Vermögens abgeben sollen. Darüber müssen wir reden. Herzlich willkommen, Thomas Piketty. Merci. Ja, was haben Sie denn gegen Milliardäre? Oh, moi, rien du tout. La question, si vous voulez, c'est jusqu'où ça doit aller. C'est-à-dire, milliardaires, aujourd'hui, les personnes les plus riches du monde ont environ 100 milliards de dollars chacun. Bill Gates, Jeff Bezos, Bernard Arnault, qui vient de mon pays, la France, l'industrie du luxe. Il y a 10 ans, les plus riches milliardaires avaient environ 30 milliards chacun. 10 ans avant, c'était 5 milliards. Donc la question, c'est jusqu'où ça augmente. Vous voyez que le rythme de croissance de l'économie mondiale, et a fortiori de l'économie européenne ou nord-américaine, mais même de l'économie mondiale dans son ensemble, est beaucoup plus faible que ce rythme d'accroissement des niveaux de fortune. Donc, dans une société, vous pouvez avoir des riches, des pauvres, des classes moyennes, mais il faut que tout le monde augmente un peu au même rythme. Et donc, si vous avez le niveau de fortune au sommet qui augmente beaucoup plus vite que la taille de l'économie mondiale, ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Donc on est obligé de se poser la question de quel est le bon niveau d'inégalité. Et toutes les sociétés humaines, et c'est ça le sujet de mon livre « Capital et idéologie », c'est d'étudier comment les différentes sociétés humaines dans l'histoire essayent de trouver finalement le bon compromis, le bon niveau d'égalité ou d'inégalité. Genau, und Sie sagen, dieses gesunde Maß ist überschritten heute. Und ich möchte das mal verdeutlichen. Wir möchten jetzt im Gespräch ein bisschen über Ungleichheit sprechen, über die Ursachen und Folgen. Und diese Playmobil-Menschen symbolisieren jetzt für uns die reichsten 10% der Weltbevölkerung. Und ich möchte mal anhand von diesem Tisch hier zeigen, wie viel die besitzen. Angenommen, dieser ganze Tisch wäre das Gesamtvermögen der Welt, dann hätten diese 10% würden so viel von diesem Tisch besitzen bis zu diesem Strich und die restlichen 90% hätten nur ungefähr 20% des gesamten Vermögens. Und wenn man eine Person rausgreift, zum Beispiel diese hier, dann gilt für die, dass die ungefähr den halben Tisch hat. Also das reichste 1% der Bevölkerung besitzt ungefähr die Hälfte des gesamten Vermögens. So, das sind die Zahlen ungefähr. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich so schlimm daran? Ist es diese Ungleichheit selbst oder sind es die Folgen, die gesellschaftlichen? Oder ist es die Art und Weise, wie diese Ungleichheit zustande kommt? Alors, c'est tout à la fois. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque société humaine, et c'est ça le sujet de mon livre, a besoin de trouver des justifications pour le niveau d'égalité ou d'inégalité qu'on observe. C'est-à-dire qu'il y a un besoin dans toutes les sociétés humaines de trouver du sens aux inégalités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire... Il n'y a aucune société humaine où les élites, les groupes dominants se contentent de dire voilà, nous sommes riches, vous êtes pauvres, et c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours plus de sophistication. C'est-à-dire, les groupes les plus riches, par exemple, doivent dire bon, voilà, on est riche, vous êtes pauvres, mais c'est dans l'intérêt de l'innovation, de la stabilité de la société. Enfin, il faut trouver une justification et qui doit avoir une certaine forme de plausibilité et qui doit aussi mettre des limites à ce qu'est une inégalité acceptable. Mich interessiert jetzt mal, Sie sind ein großer Kritiker der Ungleichheit. Was würden Sie sagen, ist denn die positivste Eigenschaft von Ungleichheit?
Ah bah, c'est-à-dire que, bien sûr, oui, les gens sont différents, donc l'égalité complète n'aurait aucun sens. Donc aucune société ne cherche l'égalité complète. Hein. Dans toutes les sociétés, vous avez un certain niveau de stratification sociale, soit parce que les personnes font différents choix professionnels, ont des goûts différents, ont des talents différents, des vocations différentes, soit parce qu'on considère qu'il faut une certaine incitation à l'effort. Et donc, il y a toujours un certain degré d'inégalité. La question, c'est où s'arrête-t-on ? C'est ça la seule question. C'est ça la seule question intéressante. Ja. Voilà. Et là, chaque société essaye d'apprendre de sa propre expérience. Avec des expériences où on essaye parfois de réduire les inégalités, parfois de les réaugmenter. Et il y a un processus d'apprentissage dans l'histoire. Mais moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que dans le long terme, moi, j'ai un message relativement optimiste. C'est-à-dire, je pense qu'on apprend de l'histoire. Alors, des fois, c'est pas linéaire, cet apprentissage. Donc, des fois, il y a des phases de régression. Mais globalement, on voit dans le long terme un mouvement vers plus d'égalité. Et cette réduction des inégalités dans le long terme, elle a été extraordinairement positive. C'est-à-dire, c'est ça qui a permis non seulement plus de mobilité sociale, plus d'émancipation individuelle par l'accès à l'éducation, à la santé, mais aussi plus de prospérité économique. Et ce mouvement de long terme d'apprentissage de la justice et de réduction des inégalités, je pense, peut et doit continuer. Also man sieht schon, Sie beschäftigen sich seit einigen Jahren, Jahrzehnten mit dem Thema Ungleichheit in beiden Büchern hier. Sie sind heute Professor an der Pariser Hochschule für Sozialwissenschaften und an der Paris School of Economics. Und seit Ihrer Doktorarbeit eigentlich bei Anthony Atkinson beschäftigen Sie sich mit diesem Thema. Gab es irgendeinen Moment, wo Sie erkannten, das ist Ihr Thema, das ist die Wurzel ganz vieler Missstände, die es auf der Welt gibt? Gibt es irgendeine Erinnerung oder einen Moment, der das ausgelöst hat in Ihnen? Moi, au départ, je me suis lancé dans ces recherches historiques. D'abord parce que ces sources historiques n'avaient jamais été exploitées. C'est-à-dire que c'était d'une matière, les archives successorales, les archives fiscales, c'était une matière qui était peut-être trop historique pour les économistes et trop économique pour les historiens, et donc personne ne l'utilisait. Donc moi, je me suis lancé dans l'étude de ces matériaux historiques, d'abord pour la France depuis le 19e siècle, ensuite pour les États-Unis avec Emmanuel Saez, puis avec Tony Atkinson, on l'a étendu au Royaume-Uni, et finalement on a étudié plusieurs dizaines de pays dans le monde, et maintenant on a, avec la World Inequality Database, on a maintenant plus de 70 pays dans le monde pour lesquels on a la plus grande base de données historique sur l'évolution des inégalités. Au début, moi, quand je me suis lancé là-dedans, je ne savais pas très bien ce que j'allais trouver. Et alors, j'ai trouvé des choses qui étaient différentes suivant les pays. Le plus frappant, disons, il y a deux découvertes qui m'ont frappé. D'abord, de voir comment, dans des pays comme la France et plus généralement dans les sociétés européennes, il faut vraiment attendre la Première Guerre mondiale pour voir un mouvement de réduction des inégalités. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le suffrage universel, il y avait le développement de premières politiques sociales, mais les inégalités ont continué de se situer à des niveaux extrêmement élevés. Et c'est vrai qu'il y avait une grande hypocrisie dans les sociétés européennes d'avant 1914. Par exemple, dans mon pays, en France, les élites de la Troisième République refusaient de créer un impôt progressif sur le revenu, qui finalement sera adopté en France par la loi du 15 juillet 1914, non pas pour financer les écoles, mais pour financer la guerre contre l'Allemagne. Et c'est le seul facteur qui finalement débloque la situation. Et une des excuses, un des arguments utilisés par les élites françaises de l'époque, c'était de dire mais nous, en France, on a fait la Révolution française, donc on est déjà un pays égalitaire, on n'a pas besoin d'impôts sur le revenu, contrairement à nos voisins anglais aristocratiques ou prussiens autoritaires qui, eux, ont besoin. Mais nous, comme on est déjà un pays basé sur l'égalité, c'est pas la peine. Sauf que moi, ce que je trouve dans mes données historiques, c'est qu'en fait, la concentration de la richesse dans la France d'avant 1914 est tout aussi extrême que dans les autres sociétés européennes. Donc ça, c'est le premier enseignement qui m'a frappé, parce que, disons, à un siècle de distance, on voit parfois l'hypocrisie des groupes dominants pour justifier un certain niveau d'inégalité. La deuxième découverte qui nous a beaucoup frappé avec Emmanuel Saez, c'est la très forte remontée des inégalités aux États-Unis depuis les années 80. Et ça, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, parce que c'est vrai que dans notre première étude qu'on a fait paraître en 2003,
les données dont on disposait s'arrêtaient en 1998, je crois. Et à ce moment-là, on avait une remontée depuis 1980, mais ça restait encore limité. Et puis, Piketty, darf ich schnell unterbrechen? Wir haben eine Grafik, die das zeigt, die Vermögensverteilung zeigt und die Ungleichheit im 20. Jahrhundert. Und wir schauen die mal ganz kurz an. Wir sehen, dass das da in den Nachkriegsjahren nach unten geht und danach wieder ansteigt. Man sieht hier der Anteil der reichsten 10% am gesamten Privatvermögen. Violett ist die USA und rosa Europa. Und man sieht, das sinkt und steigt dann ab den 80er, 90er Jahren wieder an, genau so wie Sie das jetzt beschrieben haben. Interessant ist, da zu sehen, dass die Ungleichheit heute ja gar nicht so groß ist im Vergleich zu früher. Alors, vous avez raison, il y a une réduction dans le long terme des inégalités, et ça, c'est la dimension optimiste de mon livre. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a un mouvement de réduction des inégalités dans le long terme, hein, qu'on voit très bien, au moins sur l'Europe. Alors, sur les États-Unis, on a une remontée. Mais même aux États-Unis, ça reste un peu plus bas qu'au début du XXe siècle. Donc ce mouvement de long terme, c'est une réalité. En même temps, le deuxième point que je veux ajouter, c'est que si on montrait sur ce graphique la part des 50% les plus pauvres dans le total de la propriété, on verrait qu'en Europe comme aux États-Unis, c'est à peu près 5% du total. Donc ça veut dire que même aujourd'hui, vous voyez, les 10% les plus riches ont entre 55 et 75% du total. Les 50% les plus pauvres, qui sont pourtant 5 fois plus nombreux que les 10% les plus riches, ont seulement 5% du total, donc 15 ou fois moins que les 10% les plus riches. Donc ça vous donne une idée du fait que les deux choses sont vraies à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu une réduction des inégalités sur le long terme, et en même temps, les inégalités restent très fortes. C'est-à-dire que face à la propriété, la majorité de la population, les 50% les plus pauvres en Suisse aujourd'hui, ou même les 2/3 des Suisses les plus pauvres, ne possèdent presque rien. Et en particulier, les enfants issus des classes populaires et des classes moyennes ne vont hériter de rien et ne possèdent presque rien. Donc, il faut pas, il y a une réduction des inégalités dans le long terme, mais il ne faut pas non plus exagérer son ampleur. Je crois qu'il faut réussir. La réalité, elle est complexe. Il y a à la fois une réduction des inégalités, mais au sein d'un monde qui reste très inégalitaire. Genau. Und in Ihrem ersten Buch, dem Weltbestseller, Das Kapital im 21. Jahrhundert, liefern Sie sowas wie eine Erklärung dieser ansteigenden Ungleichheiten. Und Sie sagen da, der Grund dafür ist, dass sozusagen die Reichen immer reicher werden, dass die Kapitalrendite irgendwann größer wird als das Wirtschaftswachstum. Jetzt müssen Sie mir das erklären. Oder wie würden Sie das jemandem erklären, der von Wirtschaft nur wenig Ahnung hat? Alors, j'insiste surtout sur le fait que c'est le rendement du capital pour les patrimoines les plus importants et pour les portefeuilles financiers les plus importants qui est très élevé et qui est plus élevé que le taux de croissance de l'économie. Le rendement du capital en moyenne, il n'est pas forcément très important. Et le rendement du capital qui est obtenu par des petits épargnants, donc si vous avez 5 000 francs suisses sur votre compte en banque, vous n'allez pas avoir un très bon rendement actuellement. Mais par contre, des personnes qui ont 5 milliards de francs suisses de portefeuille financier, ce qu'on observe dans les données disponibles sur les classements de milliardaires, de fortune, ou sur des données de meilleure qualité qui sont par exemple les taux de rendement sur les dotations en capital des universités états-uniennes ou des universités internationales que j'étudie dans ce livre parce qu'on a des très bonnes données sur les placements réalisés. Et ce qu'on observe, c'est que pour les dotations les plus importantes, de plusieurs milliards ou de plusieurs dizaines de milliards de dollars, on a effectivement des rendements financiers de 7, 8, 9% par an, en plus de l'inflation, après avoir retiré donc, l'inflation, tous les frais de gestion. Et ça, ce sont des rendements qui permettent une croissance de ces dotations en capital et aussi des plus hautes fortunes mondiales qui sont évidemment beaucoup plus élevées que le taux de croissance. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a rien de... Ce n'est pas une loi naturelle. C'est-à-dire que ça dépend d'une certaine organisation du système financier international, du système légal international.
qui permet d'avoir accès à certains placements, à certains produits dérivés extrêmement sophistiqués qui sont très difficiles d'accès. Si vous avez 5 000 francs suisses, vous n'allez pas acheter des produits dérivés de matières premières à la bourse de Hong Kong. Ça, c'est uniquement si vous avez des sommes beaucoup plus importantes à placer que vous allez pouvoir accès à ces produits dérivés très sophistiqués. Ça dépend aussi d'un système légal de libre circulation du capital sans aucune fiscalité commune, sans aucun échange d'informations sur qui possède quoi où, qui permet souvent aux plus grandes entreprises, mais aussi aux plus hauts détenteurs de patrimoine, d'échapper à l'impôt que vont payer les classes moyennes et les classes populaires. Donc c'est tout un système légal, toute une organisation de l'économie qui conduit à ça. Ce n'est pas une loi naturelle qui tombe du ciel. Ja, das ist Ihre Hauptthese im neuen Buch auch, oder? Dass Sie sagen, die Ungleichheit ist eben kein Naturgesetz, ist nicht irgendwie ein Wirtschaftsgesetz oder sowas, sondern sie ist politisch hergestellt, gewollt. Eine Erzählung auch, die wird gerechtfertigt, so etwas wie ein Narrativ, das in unseren Köpfen drin ist. Was ist dieses wichtigste Narrativ heute jetzt? Wie wird Ungleichheit heute gerechtfertigt oder seit den 80er, 90er Jahren? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu à un croisement. C'est-à-dire qu'on hésite entre plusieurs visions. On a oublié, je pense, les leçons de la première moitié du XXe siècle, qui est qu'un monde trop inégalitaire, comme celui du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c'est un monde très instable, politiquement, socialement, économiquement, avec des crises financières, des conflits sociaux qui, je pense, ont contribué aux très violentes crises du début du XXe siècle, à l'émergence de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la révolution bolchevique, de la crise des années 30, et toute cette séquence d'événements extrêmement violents entre 1914 et 1945 sont dans une large mesure la conséquence de l'hyper-inégalité des sociétés d'avant 1914. Aujourd'hui, on a oublié un peu ces leçons. Alors, il y a eu une phase entre 1950 et 1980 où on était évidemment très traumatisé par ces chocs et on a cherché à encastrer l'économie, encastrer le système capitaliste dans un ensemble de règles. On peut appeler ça des compromis social-démocrates avec un système de sécurité sociale, de régulation des marchés financiers, de droit du travail, d'impôts progressifs, permettant d'encastrer ce système. Le problème, c'est que depuis les années 1980-1990, on a un peu oublié ces leçons. Warum passiert da dieser Wandel mit Reagan und Thatcher? Was war da los? D'abord parce que souvent, les sociétés humaines ont la mémoire courte. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, et c'est pour ça que l'histoire est importante. C'est-à-dire que refaire l'histoire de ces questions... Par exemple, je prends un exemple. Beaucoup de personnes ont oublié que ce qui a marché au cours du XXe siècle, c'est une tentative très volontariste de réduire les inégalités du système capitaliste. Aux États-Unis, qui a été le leader économique mondial du système capitaliste au XXe siècle, entre 1930 et 1980, le taux de l'impôt sur le revenu appliqué aux plus hauts revenus a été en moyenne de 81%. Et visiblement, ça n'a pas fait disparaître le système capitaliste états-unien, parce que ça a duré pendant un demi-siècle, de 1930 à 1980, et ça, beaucoup de gens aujourd'hui ont oublié ça. C'est-à-dire, quand vous dites ça aujourd'hui, les gens vous disent « Ah, mais c'est bolchevique, c'est l'Union soviétique ». Das Wirtschaftswachstum war sogar noch groß in dieser Zeit, sagen Sie. Était la plus élevée. C'est-à-dire qu'en fait, la croissance, ce système, moi j'essaye d'apporter sur cette question des éléments historiques pour montrer que ces taux de 80% sur les très très hauts revenus n'ont absolument pas empêché la croissance économique. Pourquoi ? Parce que ça s'appliquait à des niveaux de revenus ou de fortune vraiment très très élevés. Donc ça laissait une inégalité raisonnable entre les ouvriers, les cadres, les managers, mais ça excluait des inégalités excessives. Ça a permis aussi de financer une politique d'investissement dans les infrastructures, dans l'éducation. Ça a permis de créer aussi du consensus social sur le fait que les classes moyennes, les classes populaires devaient aussi contribuer par leurs impôts au financement d'un nouveau système social. Mais comme les plus riches contribuaient encore plus, c'était quelque chose qui était acceptable socialement. Alors qu'aujourd'hui,
un des problèmes qu'on a, c'est que face à la sécession fiscale des plus riches, et le fait que les plus riches peuvent échapper à l'impôt, les classes moyennes, les classes populaires ont l'impression de se faire avoir, et ça remet en question le consentement fiscal et l'ensemble du contrat social. Donc moi, je propose de revisiter ces périodes. J'apporte beaucoup d'éléments historiques pour finalement conclure que ces expériences ont plutôt très bien fonctionné. Alors, ce raisonnement historique, c'est vrai qu'il est quand même exigeant intellectuellement. C'est-à-dire, vous me demandiez la question, pourquoi on a oublié ? Il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, si moi j'explique à Donald Trump qu'il faut faire ces comparaisons historiques, qu'il faut regarder le taux de croissance dans les années 1950-1960, Donald Trump, il a déjà arrêté d'écouter. Et il va me dire, mais l'histoire, on s'en fout. Voilà, moi, je sais, j'ai mon intuition de businessman sur ce qu'il faut aujourd'hui en 2020. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber au niveau de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il faut accepter. Moi, je demande, y compris aux personnes a priori les plus sceptiques sur cet impôt très progressif sur les très hauts revenus, d'accepter de regarder les expériences historiques, les données historiques que je présente, et ensuite de se faire leur propre opinion. Aber es ist ja auch immer schwierig, Lehren aus der Geschichte zu ziehen, das weiß man ja. Und nach 2 Weltkriegen passieren halt andere Dinge. Es gibt auch den Vorwurf, dass es Steuerflucht gab in dieser Zeit zum Beispiel, oder dass man das nicht wiederherstellen kann. Das heißt, es ist doch schwierig, Lehren aus einer Zeit zu ziehen und das ins Heute, ins Hier und Jetzt zu übertragen, mit ganz anderen Bedingungen. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et surtout, c'est la seule chose qu'on a. C'est-à-dire que si on refuse de tirer des enseignements de l'histoire, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste comme ça, chacun dit ce qui lui passe par la tête et chacun... Vous savez, cette période-là, d'abord, vous dites qu'il y avait de l'évasion fiscale, mais en fait, c'est pas vrai qu'il y avait les mêmes inégalités que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu une véritable réduction des inégalités. C'est pas que les personnes étaient tout aussi riches, mais parvenaient à échapper à l'impôt. Non, il y a eu véritablement une réduction des inégalités. J'insiste aussi, si on regarde l'expérience des États-Unis est particulièrement intéressante parce que parfois, quand on regarde l'Europe, on dit oui, mais l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est une période de rattrapage économique, donc c'est difficile de comparer par rapport à la période récente. Et c'est vrai que pour l'Europe, c'est difficile de faire ce genre de comparaison. Pour les États-Unis, en fait, si on regarde la période 1950-1990, où le taux de croissance du revenu national par habitant est de 2,2% par an en moyenne, en fait, ce n'est pas une période particulièrement exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose qu'entre 1910 et 1950, qui est à 2% par an, et 1870 à 1910, c'était 1,9% par an. Donc, c'est plutôt un peu mieux 1950-1990, mais ce n'est pas très différent. Par contre, depuis la décennie Reagan, entre 1990 et 2020, là, on est tombé à 1,1% par an. Donc, par rapport à la promesse de dynamisation de la croissance par la baisse des impôts sur les entrepreneurs et les milliardaires, il y a quand même un problème. Parce que maintenant, si on veut croire à ce discours sur la théorie du ruissellement, le trickle-down de Ronald Reagan, il faudrait expliquer pourquoi la croissance s'apprêtait à être divisée par 4, et grâce à Reagan, elle a été seulement divisée par 2. Mais vous voyez, c'est quand même pas facile à tenir comme raisonnement historique. Je pense que l'abaissement de la croissance depuis la décennie Reagan, c'est d'abord à cause de la stagnation de l'investissement éducatif. C'est en fait la prospérité des États-Unis, historiquement, c'était d'abord basé sur leur avance en termes éducatifs sur l'Europe. C'est-à-dire que c'était un pays qui, au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, avait une grande avance en termes d'éducation. Et cette avance a été perdue depuis les années 80-90, et c'est le narratif qui a été inventé pendant les années 80, que la croissance dépendait de l'inégalité et le fait d'avoir des milliardaires, des entrepreneurs très très riches, qui en fait ce discours, il aurait pu être vrai, mais à la lumière de l'histoire, je pense qu'on peut conclure que c'est plutôt l'égalité dans l'éducation, enfin une certaine égalité, pas l'égalité complète, mais un système d'éducation qui investit dans de très larges segments de la population, qui permet la prospérité économique. Sie sagen sogar noch, es hatte noch schlimmere Folgen als nur wenig Wachstum, nämlich die gegenwärtige Krise der Demokratie, der Populismus, die reaktionären Bewegungen, der Nationalismus, Trump, Brexit und so weiter, habe damit zu tun mit dieser verschärften Ungleichheit, die seit den 80er Jahren wieder zugenommen hat. Also ist das in erster Linie ein
ein wirtschaftliches Phänomen, sozusagen die Abstiegsängste der Mittelschicht, die zunehmende Ungleichheit. Das wäre Ihre Erklärung für den gegenwärtig zu beobachtenden Populismus und Nationalismus. Oui, je pense que la montée du populisme et notamment la montée du nationalisme à droite de l'échiquier politique est en grande partie la conséquence d'un sentiment d'abandon des classes populaires et des classes moyennes. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence si les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont les deux pays où on a eu la plus forte progression des inégalités depuis les années 80, sont aussi les deux pays où on a eu l'élection de Trump et le Brexit. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse par Reagan et Thatcher que la mondialisation, la compétition généralisée sur le marché allait produire de la prospérité pour tout le monde. Et puis, les classes moyennes et les classes populaires aux États-Unis et au Royaume-Uni n'ont pas vu cette prospérité. Et c'est en grande partie pour ça que Trump, 30 ans plus tard, essaye de trouver des explications en disant « c'est de la faute des Mexicains, c'est de la faute des Chinois, c'est de la faute des Européens qui ne payent pas assez pour l'OTAN, c'est de la faute du reste du monde ». Et les Brexiters au Royaume-Uni, c'était un peu pareil. C'est la faute des travailleurs polonais. Et donc ce discours nationaliste, oui, je pense qu'il est en grande partie la conséquence du fait qu'il y a eu une montée des inégalités, il n'y a pas eu de discours alternatif pour essayer de réorganiser la mondialisation d'une façon qui bénéficie davantage aux classes moyennes et aux classes populaires. Et vous savez, cette montée du nationalisme, maintenant, elle concerne toute l'Europe. Elle concerne aussi l'Allemagne, où le centre-droit, le soi-disant centre-droit, il y a quelques semaines, a voté avec l'extrême droite pour un gouvernement régional. Elle concerne mon pays, la France, évidemment, où l'extrême droite, avec Le Pen, est très puissante depuis des dizaines d'années. Donc si on ne prend pas au sérieux cette menace qui menace de faire s'effondrer notre modèle démocratique, notre modèle de mondialisation, je pense que ce serait vraiment une immense Erreur et un risque très important qu'on ferait courir à nos sociétés. Herr Piketty, im letzten Jahr war hier jemand bei uns Gast in der Sendung, nämlich der amerikanische Politologe Francis Fukuyama. Und der vertritt eine andere These. Er glaubt nämlich, es geht weniger um die wirtschaftlichen Abstiegsängste und um die Ungleichheit, sondern eher um kulturelle Verlustängste. Wir hören Ihnen mal ganz kurz zu. Hinter den wirtschaftlichen Gründen steckt oft eine kulturelle Dimension. Wenn ich meine Stelle verliere oder weniger verdiene als mein Vater, sehe ich dies als Statusverlust an. Schuld daran sind dann schnell einmal die Fremden, der internationale Wettbewerb oder die Immigranten, die ins Land strömen, Arbeitsplätze wegnehmen und den Sozialstaat untergraben. In den Nullerjahren kam es zur großen Subprime-Hypothekenkrise in den USA 2008 und zur Eurokrise. Unter diesem Versagen der großen Banken und der Eliten litten vor allem die einfachen Menschen. Normalerweise ist dies der Nährboden für linkspopulistische Kräfte. So the parties of the left should capitalize on this and do well. And instead, what you saw was the rise in the United States. Tatsächlich ist in den USA aber die Tea Party aufgekommen und in Europa profitierten die migrationsfeindlichen Parteien mit ihrem straff-nationalistischen und gegen die EU gerichteten Kurs. Dies zeugt davon, dass die kulturelle Dimension und Fragen der Identität wichtiger sind als die wirtschaftliche Ungleichheit, die wir heute beobachten. Ja, was halten Sie von dieser Analyse von Fukuyama? Oui, c'est-à-dire que, comme disait Fukuyama, la perte économique est interprétée en des termes culturels et on lui donne des solutions culturelles, des solutions basées sur l'identité. Mais la question, c'est est-ce que ces interprétations culturelles ou ces interprétations basées sur l'identité que va proposer Trump ou que va proposer le Brexit, est-ce que ça va résoudre les problèmes ? Eh bien, je pense que non. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, la montée des inégalités elle va se poursuivre avec ce repli nationaliste et cette concurrence renforcée entre les pays. Regardez la politique de Trump, la politique fiscale de Trump, consistant à baisser toujours plus les impôts sur les sociétés multinationales ou sur les milliardaires comme lui-même. Il voulait même supprimer complètement l'impôt sur les successions, sur les milliardaires. Est-ce que ça va aider la classe moyenne ou la classe populaire états-unienne qui a des dettes à cause d'universités très chères, qui a des dettes à cause d'un système de santé très cher ? Vous voyez, pour régler ces problèmes de dette, ce sont des problèmes qu'il va falloir régler par la redistribution, par des solutions économiques. C'est-à-dire les discours identitaires, les discours nationalistes, évidemment, ils sont plus simples
que les solutions que moi je défends. C'est-à-dire, moi je parle dans ce livre de social-fédéralisme, de socialisme participatif. Ce sont des discours qui sont compliqués. C'est vrai que le discours de retour sur les frontières et de retour sur l'identité, ce sont des discours extrêmement simples et qui aujourd'hui ont le vent en poupe, faute d'une alternative. Mais en même temps, si vous voulez, ces discours, ils ne résoudront pas ni les problèmes inégalitaires, ni les problèmes environnementaux. C'est-à-dire tous les grands défis de notre époque, que ce soit la montée des inégalités, le réchauffement climatique, demandent de l'internationalisme, demandent des coopérations internationales. Donc ce repli nationaliste, il a aujourd'hui le vent en poupe, mais à la fin des fins, il ne va pas résoudre les problèmes. Et donc on va devoir en revenir à des solutions beaucoup plus internationalistes, beaucoup plus égalitaires. Et je pense qu'il faut s'y préparer dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette évolution, on la voit déjà commencer. Si vous regardez, par exemple, au sein du Parti démocrate aux États-Unis, vous avez des discours sur la redistribution qui vont peut-être pas triompher tout de suite, mais qui, je pense, à terme, vont contribuer à transformer le discours et les propositions qui sont faites pour réduire les inégalités. Glauben Sie, die Demokraten haben Chancen im Herbst gegen Trump zu gewinnen? Und wie müssen Sie Ihre Botschaft verkaufen, damit das klappen könnte? Moi, je pense qu'un candidat comme Bernie Sanders ou comme Elizabeth Warren, ça aurait été bien qu'il soit un peu plus jeune, mais dans tous les cas, je pense qu'ils auraient été mieux que Joe Biden pour faire venir à l'élection l'électorat jeune, l'électorat populaire, qui très souvent a arrêté de voter pour le Parti démocrate. Et vous savez, si Joe Biden ne fait pas un effort pour essayer de rassembler et pour essayer de reprendre certaines des propositions de Bernie Sanders et de Elizabeth Warren pour faire venir les jeunes, les classes populaires aux élections de cet automne, alors il y a vraiment un risque que Trump soit réélu. Parce qu'en 2016, ce qu'on a observé, c'est que pour la première fois, Hillary Clinton, candidate du Parti démocrate, en fait, a fait son meilleur score parmi les revenus les plus élevés. C'est-à-dire pour la première fois de l'histoire électorale des États-Unis, c'était les démocrates qui faisaient leur meilleur score face aux républicains dans les niveaux de revenus les plus élevés et pas seulement dans les niveaux de diplômes les plus élevés, ce qui était déjà le cas depuis quelques dizaines d'années. Donc il y a un glissement progressif, un retournement complet qui fait qu'en fait, le Parti démocrate, qui autrefois attirait les votes les plus populaires, des catégories modestes, se met à être principalement le parti des catégories les plus favorisées. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut continuer dans cette voie, ce qui revient à laisser le terrain pour Trump et pour les partis nationalistes face au milieu populaire. Et on a le même défi aujourd'hui en Europe. Herr Piketty, ich möchte gerne mit Ihnen jetzt ein bisschen weg von der Politik hin zur Philosophie. Ihre beiden Bücher tragen nämlich Titel, die erinnern an Karl Marx. Die Begriffe Ideologie und auch Kapital nehmen darauf Bezug. Sie grenzen sich aber immer wieder dezidiert ab von Marx. Wo ist er denn falsch gelegen, der deutsche Philosoph und Ökonom? Alors, il y a vraiment beaucoup de différences entre mes livres et ceux de Karl Marx. La première différence, c'est d'abord, moi, je fais une recherche empirique, historique. C'est une science sociale qui s'appuie d'abord sur une collecte de données historiques considérables. Dans ce livre, il y a 169 graphiques et tableaux. Bon, si vous lisez Karl Marx, vous ne trouverez pas de graphique, pas de tableau. Alors, c'est quand même une grosse différence parce que... Alors, c'est pas... Ceci dit, c'était beaucoup plus difficile au XIXe siècle de faire des collectes de données historiques que ça l'est aujourd'hui. Donc, moi, je veux pas le reprocher à Karl Marx, même s'il aurait pu faire quand même plus d'efforts à être moins abstrait, moins théorique et un peu plus empirique et historique, je pense. Il l'est en partie, mais c'est vrai que c'était aussi beaucoup plus difficile pour collecter des données. Aujourd'hui, on peut collecter des données et puis surtout, on a toute l'expérience du XXe siècle. Donc moi, j'ai 150 années d'expérience historique depuis Karl Marx. Et ça change tout, parce qu'au XXe siècle, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu le désastre du communisme soviétique, il y a eu les succès de la social-démocratie, et en même temps les limitations aussi de la social-démocratie à la fin de la période. Et moi, j'essaye de construire une réflexion historique, économique, politique, philosophique, sur la base de ces expériences. Et Karl Marx, s'il était encore vivant aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il penserait du Parti communiste chinois aujourd'hui, du communisme soviétique, de la social-démocratie. Donc voilà, moi j'ai la chance d'être là, de pouvoir utiliser ces expériences.
sur la vision générale de l'histoire, la différence principale, peut-être, c'est que moi, je pense que la lutte des classes, c'est important, mais c'est peut-être moins important que la lutte des idées, des idéologies. C'est-à-dire que le conflit de classe, le conflit social, évidemment, c'est très important. Et on l'a vu encore récemment. On a vu des mouvements sociaux au Chili, au Liban, ou avec les Gilets jaunes en France, avec cette demande de justice sociale dans la rue, avec des manifestations. Et ça continuera. Et ça continuera de jouer un rôle important dans l'histoire. Mais ça ne suffit pas parce que la position de classe, en tant que telle, ne suffit pas pour déterminer un débouché politique, ne suffit pas pour déterminer une théorie de la propriété, un régime fiscal idéal, un régime éducatif idéal. Et donc, il y a besoin d'idées, d'idéologies. Et je pense qu'une des erreurs de Marx ou d'un certain type de réflexion marxiste, c'est de penser que voilà, la position de classe en tant que telle donne une théorie de l'action. Et il suffit concrètement de faire tomber le système de propriété privée capitaliste, et ensuite, le lendemain matin, après le grand soir, on mettra un modèle émancipateur de propriété collective. On a vu ce que ça a donné. Et donc, vu cette expérience, je pense qu'il faut prendre au sérieux la question de la réflexion sur comment on organise un autre système de propriété qui soit différent du système de propriété purement capitaliste, mais qui en même temps soit très décentralisé. Et c'est pour ça que moi, ce que je propose à la fin du livre, avec cette idée du socialisme participatif, c'est un système extrêmement décentralisé, avec plus de droits pour les travailleurs, les représentants des salariés, un accès généralisé à la propriété pour tous les groupes de la société. Comme on a vu tout à l'heure, les 50% les plus pauvres aujourd'hui ne possèdent rien. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un accès beaucoup plus large à la petite propriété privée. Donc tout ça, ça fait beaucoup de différences avec Karl Marx, évidemment. Genau, also Sie sagen es ganz am Ende in Ihrem neuen Buch machen Sie ganz konkrete Vorschläge und Forderungen, etwa stark progressive Steuern auf Erbschaften, Einkommen und Vermögen, aber auch so etwas wie ein Staatserbe oder ein Startkapital für die ganze Bevölkerung von etwa 120.000 €, das man dann bekommt, wenn man 25-jährig geworden ist, auch mehr betriebliche Mitbestimmung und so weiter. Sie haben eines erwähnt, was interessant ist und was ein marxistischer Gedanke ist, nämlich das Eigentum. Und das müssen wir ganz neu denken, sagen Sie. Sie schlagen vor, wir brauchen ein Eigentum auf Zeit. Können Sie das erläutern, was das heißt, wie wir umdenken müssen in Sachen Eigentum? Alors, moi, je propose de remplacer le système purement capitaliste par un système de socialisme participatif qui s'appuie sur deux piliers principaux. D'abord, la cogestion, c'est-à-dire le fait que les représentants des salariés puissent avoir une partie importante des droits de vote dans les entreprises. Donc, actuellement, comme vous savez, en Allemagne, c'est 50% des droits de vote pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des grandes entreprises. En Suède, c'est 35%, mais ça s'applique sur des plus petites entreprises. Je pense qu'on peut avoir 50% sur l'ensemble des entreprises, petites et grandes. Et je pense que ce système a permis de mieux impliquer les salariés dans les stratégies d'investissement des entreprises à long terme. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense on peut également penser à plafonner les droits de vote des actionnaires individuels, c'est-à-dire que dans une grande entreprise, aucun actionnaire individuel ne pourrait avoir plus de 10% des droits de vote, de façon à obliger à la délibération. C'est-à-dire la philosophie générale, c'est qu'on vit dans des sociétés extrêmement éduquées où tout le monde doit pouvoir participer à la décision économique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de salariés, d'ingénieurs, de cadres, d'employés qui ont quelque chose à apporter. C'est-à-dire l'idée qu'il y a seulement les membres de la famille du fondateur de l'entreprise ou ceux qui se sont mariés à la famille du fondateur de l'entreprise qui ont le droit de participer à la prise de décision dans l'entreprise, je pense que c'est une vision qui ne correspond pas à la réalité de nos sociétés extrêmement éduquées dans lesquelles on a besoin d'une circulation du pouvoir de la propriété. Donc ça, c'est la première partie, c'est ce que j'appelle la propriété sociale, avec une implication très forte des représentants des salariés. La deuxième partie, que je parle de propriété temporaire, c'est l'idée que les très hauts niveaux de détention de patrimoine doivent rendre à la société une partie de cette propriété de façon régulière. C'est-à-dire, moi, je veux une société où tout le monde
peut être propriétaire dans des proportions raisonnables, c'est-à-dire tout le monde doit pouvoir avoir accès à une propriété de quelques centaines de milliers d'euros, dans quelques cas de quelques millions, où un entrepreneur qui aurait eu beaucoup de succès pourrait accéder à 10 millions ou 20 millions. Par contre, des milliardaires, c'est-à-dire des personnes qui possèdent 10 milliards, 50 milliards, 100 milliards d'euros, sur la base des expériences historiques dont je dispose, je pense que ce n'est pas utile. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a fait fortune à l'âge de 30 ans, qu'il a eu des bonnes idées, parfois qu'il a eu de la chance, ou les deux à la fois, que cette personne doit ensuite pouvoir continuer de concentrer tout le pouvoir de prendre les décisions à l'âge de 50 ans, à l'âge de 70 ans, à l'âge de 90 ans, dans des entreprises qui comportent parfois des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés. Et les décisions qu'il y a à prendre sont trop compliquées pour qu'on puisse comme ça les concentrer sur une seule personne. Donc cette espèce de sacralisation des milliardaires où quelques personnes comme ça vont pouvoir continuer de prendre des décisions sur d'énormes entreprises technologiques au niveau mondial ou dans d'autres secteurs d'activité, je pense que ça correspond à une conception un peu monarchique de l'économie qui n'est tout simplement pas adapté à la réalité de nos sociétés. Andererseits, Ihre eigenen Vorschläge sind auch sehr utopisch und lähmen wahrscheinlich auch das ganze System. Also wenn man den Milliardären fast das gesamte Vermögen wegnimmt, bis zu 90%, was hat man da für einen Anreiz, überhaupt noch sich irgendwie anzustrengen und versuchen, im Wettbewerb zu gewinnen? Et là, vous êtes victime d'une illusion idéologique. Vous savez, parce que la plupart des entrepreneurs en Suisse ou en Allemagne ou en France ne sont pas des milliardaires. La plupart des entrepreneurs, si déjà ils arrivent à accumuler quelques millions de francs suisses ou quelques dizaines de millions de francs suisses, c'est déjà un immense succès. Et ce sont ces personnes qui font fonctionner l'économie. L'idée qu'on a besoin d'avoir des personnes qui possèdent 10 milliards, 50 milliards, 100 milliards, et que si jamais ils avaient seulement 1 milliard plutôt que 100, alors ils s'arrêteraient de travailler et ils n'auraient plus d'incitation économique. Si vous voulez, ça manque terriblement de bon sens, et surtout, ça ne prend pas en compte les enseignements de l'histoire. Parce que si on compare ces périodes historiques, on voit aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de milliardaires dans les années 2000, 2010 que dans les années 70, 80. Est-ce qu'on a plus d'innovation, plus de croissance de la productivité, des salaires et des revenus? Non, la croissance a été divisée par 2. Donc on voit, donc si vous voulez, le discours que ce système d'incitation permet plus de prospérité collective, c'est un discours qui aurait pu être vrai. Vous voyez, d'un point de vue théorique, tout ce que vous dites est possible. Mais sur la base des expériences historiques dont on dispose, je suis désolé, mais ça ne marche pas très bien. Aber wie wollen Sie das umsetzen? Das müsste man ja global umsetzen, weil wenn ein Land das machen würde, würden wahrscheinlich die alle abwandern und so weiter. Sie brauchen wahrscheinlich eine globale Idée, wie diese Maßnahmen durchgesetzt werden. Non, pas du tout. Non. Je vais vous donner un exemple. Là, dans la campagne présidentielle aux États-Unis du Parti démocrate, vous avez sans doute suivi que plusieurs candidats, en particulier Elizabeth Warren, professeure de droit à Harvard, c'est pas une guerrilleros chaviste, hein, c'est Bernie Sanders, qui est plutôt un social-démocrate pragmatique dans l'échelle politique européenne. Tous les deux, qui rassemblait à presque la moitié des voix dans la primaire démocrate aux États-Unis et l'immense majorité des voix des électeurs de moins de 50 ans, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les 18-29 ans ou les 30-44 ans soutenaient Sanders et Warren beaucoup plus que Biden, et il va falloir s'en souvenir dans la campagne à venir s'ils veulent rassembler. Ces deux candidats, Sanders et Warren, proposaient de créer aux États-Unis un impôt fédéral sur la fortune. Donc il y a aux États-Unis un impôt fédéral sur le revenu depuis 1913, un impôt fédéral sur les successions depuis 1916, mais il n'y a jamais eu d'impôt fédéral sur le patrimoine. Ces deux candidats ont proposé pendant cette campagne de proposer un impôt fédéral sur la fortune allant jusqu'à 8% par an sur les multimilliardaires. Donc ça veut dire que si vous avez 100 milliards, vous payez 8 milliards d'impôts par an, donc en 10 ans, vous avez payé 80 milliards. D'accord ? Le deuxième élément de la proposition de Sanders et Warren, c'est de dire, si vous voulez partir des États-Unis avec votre fortune, vous pouvez, mais il faut laisser 40%
de exit tax aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'effectivement, vous êtes obligé, si vous faites une politique comme ça, vous êtes obligé de remettre en cause une partie des règles sur la libre circulation des capitaux. Mais ces règles, de toute façon, doivent être changées. Et d'ailleurs, vous en avez fait l'expérience en Suisse, parce que vous vous souvenez quand Obama avait dit à la Suisse en 2010 le secret bancaire, c'est bien joli, mais moi, je veux que la Suisse me transmette les informations sur les contribuables américains qui ont des comptes en Suisse. Au début, la Suisse a dit non. Puis ensuite, Obama a dit « si vous dites non, moi je retire la licence bancaire des banques suisses aux États-Unis ». Et puis ensuite, la Suisse a dit oui. Donc, si vous voulez, ces règles sur la libre circulation des capitaux, elles n'ont rien de naturel. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. Elles ont été conçues à un moment donné et elles vont devoir évoluer. Parce qu'on a créé dans les années 80... avec les traités sur la libre circulation des capitaux sans aucune régulation publique, on a créé un espèce de droit sacré de faire fortune dans un pays en utilisant les infrastructures publiques du pays, le système éducatif, le système légal du pays, souvent en s'appuyant sur des connaissances publiques. On fait fortune avec tout ça, et ensuite vous pouvez appuyer sur un bouton, transférer la fortune dans un autre pays, et plus personne ne sait qui possède quoi où. Et après, 30 ans plus tard, on s'étonne de dire « Ah ben mince alors, on ne sait plus qui possède quoi où, on va être obligé de faire payer les plus pauvres et les classes moyennes parce qu'eux, au moins, ils sont immobiles. » Mais vous comprenez que c'est ça qui fait qu'après, les gens détestent la mondialisation. Ouais. Donc, pour revenir à votre question, comment on fait dans un seul pays, la proposition là, qui a été faite aux États-Unis par Warren et Sanders, je pense, était parfaitement crédible. C'est-à-dire qu'elle aurait pu marcher, et je pense qu'un jour, ce sera appliqué aux États-Unis. Alors, j'espère que Biden aura l'intelligence de reprendre cette proposition de Warren et Sanders, parce que je pense que c'est une bonne proposition pour les États-Unis, et c'est ça qui permettrait de refaire voter aussi un électorat jeune, populaire, qui demande plus de redistribution et qui demande de la réduction des inégalités aux États-Unis. Bon, si ce n'est pas appliqué tout de suite, ce sera appliqué plus tard. Vous avez remarqué que même en Allemagne, le Parti social-démocrate allemand, maintenant, demande la réintroduction d'un impôt sur la fortune en Allemagne, ce qui n'était pas le cas du tout il y a encore 5 ans ou 10 ans, où le Parti social-démocrate ne le savait pas. Donc tous ces débats sur la question de l'impôt sur la fortune sont des débats qui évoluent très vite. Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, nicht jede Ungleichheit ist ungerechtfertigt. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch kurz darüber reden, was denn die Kriterien sind, wann eine Ungleichheit gut ist oder gerechtfertigt. Es gibt ja von dem amerikanischen Philosophen John Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit die Überlegung, dass Ungleichheiten dann gerechtfertigt sind, wenn sie allen zugutekommen. Das heißt, wenn sie dafür sorgen, dass es den Ärmsten ein bisschen besser geht. Wäre das ein guter Grund, Ungleichheiten zu akzeptieren, oder ist das auch eine Form von Idéologie aus Ihrer Sicht? Non, moi je suis assez d'accord avec les principes de John Rawls à un niveau théorique. Le problème, c'est que John Rawls, il en reste à un niveau trop théorique, justement. C'est-à-dire qu'il exprime ce principe, mais il n'étudie pas vraiment concrètement ce que ça implique en termes de niveau d'égalité et d'inégalité à accepter. Et le résultat, c'est que très souvent, le principe de John Rawls a été utilisé pour justifier n'importe quelle inégalité. Et c'est là que ça devient problématique. Donc moi, Sie sagen, das Prinzip ist gut, aber die Realität ist anders und es wird instrumentalisiert, Ungleichheiten zu rechtfertigen. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, avoir une approche plus historique que John Rawls. C'est-à-dire, d'accord sur le principe est très bien, mais les choses intéressantes commencent quand on regarde comment, concrètement, qu'est-ce que ça implique comme niveau d'imposition, qu'est-ce que ça implique comme niveau d'inégalité. Et donc, moi, c'est ça ma démarche. C'est-à-dire que je pense que... moi, j'essaye de définir dans mon livre la société juste, pour moi, c'est une société qui permet d'accorder à tous les droits les plus étendus possibles en termes d'accès aux biens fondamentaux que sont l'éducation, la santé, mais plus généralement la participation à la vie économique, sociale, démocratique. Et donc, les inégalités peuvent être justifiées dans la mesure où elles permettent d'étendre l'accès aux droits fondamentaux pour tous. Donc, c'est un principe qui est assez proche du principe de John Rawls. Sauf que moi, j'essaye de voir historiquement jusqu'où ça implique en termes de niveau d'égalité et d'inégalité. Et pour le coup, je considère qu'on peut
très fortement réduire les inégalités par rapport au niveau actuel aux États-Unis, c'est certain, mais aussi par rapport au niveau actuel en Europe, pour satisfaire à ces principes de justice. Donc ce ne sera pas l'égalité complète. L'égalité complète n'est pas souhaitable parce que les individus sont différents. Certains individus vont vouloir mettre toutes leurs priorités sur le fait de posséder plus de choses, d'avoir plus de revenus monétaires. D'autres individus vont être plus préoccupés de passer du temps à faire d'autres activités sans débouché monétaire. Et ces différences entre individus sont parfaitement légitimes. Mais il ne faut pas utiliser ce principe pour ensuite justifier n'importe quoi au nom de la préservation, finalement, de l'avantage des gagnants. Ein Prinzip, das auch immer wieder ins Spiel kommt, ist das Prinzip der Leistung, der Leistungsgedanken. Wenn gesagt wird, wenn jemand mehr leistet, hat er auch Anrecht auf mehr Einkommen, auf mehr Lohn zum Beispiel. Was halten Sie denn von diesem Prinzip und wie will man die wahre Leistung messen, wenn man jetzt nicht sagt, der Markt bestimmt, was jemand geleistet hat? Alors ça, c'est justement une illusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... La richesse, la production de richesse, et la richesse en général, est toujours sociale et collective dans ses origines. C'est-à-dire qu'on s'appuie tous sur un système d'infrastructures publiques, de connaissances publiques. Bill Gates, il n'a pas inventé l'ordinateur tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de computer scientists qui ont fait des recherches, qui n'ont pas mis leur carnet de chèques en bas de chacun de leurs articles scientifiques. Et c'est toutes ces connaissances publiques accumulées par l'humanité depuis des dizaines d'années, des siècles, qui permettent aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas... Cette idée qu'on peut isoler une contribution strictement individuelle, c'est une illusion. La propriété privée, c'est une création des sociétés humaines pour s'organiser. C'est une bonne création, parce que c'est utile d'avoir de la propriété privée d'une ampleur raisonnable pour coordonner les actions individuelles dans un système décentralisé. On a besoin de la propriété privée d'une ampleur raisonnable pour que chacun puisse aller au bout de ses projets, pour que différentes subjectivités individuelles, différentes idées individuelles puissent s'exprimer. Mais ça permet de justifier une propriété privée pour tous d'une ampleur raisonnable. Mais une propriété privée d'une concentration excessive ne peut pas être justifiée avec ce type de considération. Ich möchte mit Ihnen gegen Ende des Gesprächs noch über eine sehr dringende Frage reden, nämlich über die ökologische Frage, nicht so sehr über die soziale. Vielleicht ist die ökologische ja auch eine Spielform der sozialen Frage. Und da die Frage an Sie, ob Sie der Meinung sind, dass nachhaltiges ökologisches Wachstum möglich ist oder wie Sie sich in dieser Frage verhalten. Alors, premièrement, moi je montre dans ce livre que la question des inégalités et la question du défi climatique sont intimement liées. C'est-à-dire que si on regarde, je le montre dans le livre, ce sont des recherches que nous avons faites au laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris, les 1% de la planète qui émettent le plus de carbone émettent à eux tout seuls plus d'émissions carbone que les 50% de la planète qui émettent le moins de carbone. Donc si on ne commence pas par réduire très fortement ces émissions carbone au sommet de la distribution mondiale, on ne va pas y arriver, parce que déjà, c'est une énorme partie des émissions totales, et ensuite, on ne va pas réussir à demander aux 50% les plus pauvres de la planète, notamment dans les pays du Sud, de faire des efforts, si on ne commence pas par demander de faire des efforts aux plus riches, notamment dans le Nord, qui émettent beaucoup plus que tout le monde. Donc, sans réduction des inégalités, il y a aucune façon d'aller vers la sobriété énergétique. Deuxièmement, on a besoin de changer fondamentalement les indicateurs de progrès économique. Donc, par exemple, le produit intérieur brut, c'est pas un bon indicateur de progrès économique. Et moi, je propose toujours, dans mes recherches, d'utiliser de préférence d'autres indicateurs, en particulier l'indicateur de revenu national, qui consiste à retirer du produit intérieur brut non seulement les revenus du capital partant à l'étranger, mais aussi toute la consommation de capital, et en particulier de capital naturel. Donc je prends un exemple. Si vous sortez du sol 100 milliards d'euros d'hydrocarbures et vous les mettez sur le sol, vous allez avoir 100 milliards d'euros de PIB, de produit intérieur brut. Ou si vous prenez 100 milliards d'euros de poissons dans l'océan, vous les mettez dans le sol pour les manger, ça fait 100 milliards d'euros de produit intérieur brut. Mais du point de vue du revenu national, c'est 0 €, parce que vous avez simplement épuisé le stock qui existait déjà de capital. Et si en plus, quand vous brûlez
ces hydrocarbures, vous augmentez la température sur Terre et que ça empêche de vivre correctement sur Terre, alors si vous mettez un prix sur ces émissions carbone, en fait, vous allez avoir un revenu national négatif. Donc, pour la même opération économique, vous avez soit un produit intérieur brut positif, soit un revenu national négatif. Donc, on voit que changer les indicateurs pour mesurer le progrès économique, ça peut complètement changer la vision qu'on a de ce qu'il faut faire ou pas faire. Deuxièmement, il faut prendre en compte les inégalités de revenu national et pas simplement l'agrégat macroéconomique de produit intérieur brut ou de revenu national. Et troisièmement, il faut aussi prendre en compte des indicateurs proprement environnementaux comme les émissions carbone, mais aussi sur la biodiversité. Donc si on ne change pas radicalement la façon dont on mesure la notion même de progrès économique et social, on va pas y arriver. Zurzeit gibt es eigentlich nur ein Thema in unseren Köpfen, leider, und das ist das Coronavirus, das derzeit die Welt lahmlegt, gesundheitsgefährdend ist und die Wirtschaft auch lahmlegt. Können Sie eine Prognose stellen? Wie wird diese Krise Ihre Zahlen verändern in Sachen Ungleichheit? Wer wird da am stärksten darunter leiden aus wirtschaftlicher Sicht? Ce qu'on peut apprendre au moins de cette crise sanitaire, c'est que collectivement, on peut, quand c'est nécessaire, changer les règles de fonctionnement de l'économie. Et là, en l'occurrence, avec cette crise sanitaire, on décide qu'il faut arrêter une grande partie des activités économiques, arrêter une grande partie des transports aériens. Et c'est quand même intéressant parce qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, quand on disait que pour satisfaire aux accords de Paris, il fallait réduire les transports aériens, il fallait réduire les émissions carbone. Là, tout le monde disait « Ah, c'est impossible pour l'économie, ça va avoir un coût économique trop important ». Et là, d'un seul coup, pour une épidémie qui, quand même, pour l'instant, fait beaucoup moins de morts que la grippe ou que beaucoup d'autres dégâts environnementaux liés à la mauvaise qualité de l'air, par exemple, qui fait des dizaines de milliers de morts chaque année, là, on ne changeait rien sur la régulation économique. Donc, ce que ça montre, c'est que sur les questions de veille sanitaire, on a développé des mécanismes d'alerte et d'intervention dans la vie économique extrêmement sophistiqués, parfois peut-être trop sophistiqués, mais enfin, je pense que globalement, ce sont des mécanismes qui sont justifiés, mais il faut maintenant développer des mécanismes par rapport aux risques environnementaux, par rapport aux risques sociaux sur les inégalités, qui sont des risques à plus long terme, qui sont moins des risques soudains, violents comme une épidémie, mais qui finalement, à long terme, sont au moins aussi importants. Donc j'espère qu'au moins on va retenir de cette crise le fait que, voilà, on peut et on doit réguler collectivement les forces économiques pour garantir un équilibre social pour les sociétés humaines extrêmement fragiles dans lesquelles nous vivons. Vielleicht ist das eine Lehre, die wir aus dieser schrecklichen Krise ziehen können. Thomas Piketty, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Merci beaucoup. Ja, auch Ihnen danke fürs Mitdenken. Wer das alles noch genauer nachlesen möchte, in einem handsignierten Buch unseres Gastes schreibt eine Mail an philosophie@srf.ch. Wir verlosen je ein Exemplar von Das Kapital im 21. Jahrhundert und Kapital und Ideologie. Jetzt gleich geht es um eine andere Form der Wertvermehrung, nämlich darum, wie aus einem Stück Holz eine Geige wird, die Millionen Wert hat und von der Person, die sie spielt, sogar als Liebe des Lebens bezeichnet wird. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.